À Kisangani, je rencontre Jean-Marie Bergesio. Il possède un garage, il gère également une scierie en association avec un autre expatrié, Antoine de Clercq. Italien d'origine, Jean-Marie a 7 enfants de 3 femmes zaïroises. 4 d'entre eux vivent à l'étranger. L'un fait les hautes études commerciales à Bruxelles, un autre est baryton à l'Opéra de Milan. Quelle est l'importance du garage ici ? En principe, c'était le plus grand du Haut-Zaïre et qui vous compris. C'est le seul qui fait rectification, de vilebrequin, lésage moteur, pompe injection, révision pompe injection. C'était le plus important. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est à 0. Pourquoi ? On a pillé le tout, comme on dit ici, volé. Moi, j'appelle ça volé, mais ils ont pillé, comme ils disent eux, tout ce qu'il y avait. Il y a des dégâts qui dépassent le $1 million. Tout ce que tu vois ici, ça a été récupéré. Récupéré les premiers jours de pillage, avec des menaces continuelles de la part des militaires. Ils ont dit même qu'ils allaient nous tuer. Mais ça n'a pas marché. Vous avez récupéré beaucoup ? Bon, pas grand-chose, disons, mais c'est seulement pour témoigner qu'ils ne peuvent pas prendre les choses des autres sans qu'il y ait une rétorsion. C'est ça que j'ai voulu leur prouver. Et c'est ne pas avoir peur surtout de ce qui peut arriver. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a peur de récupérer ses affaires, ils voient ses affaires et ils les laissent, ce que je ne trouve pas normal. Ils aiment détruire parce que peut-être ils n'ont rien. C'est ça, ils ont tout à gagner et rien à perdre. C'est tout. Mais vous avez tout à perdre. Nous, on a tout à perdre. Parce que quand c'est comme ça, c'est risquant. Hein? Voilà, cette machine était en révision. Ils sont partis avec le piston pour faire des casseroles avec. Tout ce qui est aluminium a été volé. Tout ce qui est aluminium pour faire des casseroles. C'est normal. Bon, ils trouvent que c'est normal. Cette machine ici, elle pèse 130 kilos. Elle a été transportée par un homme seul, sur son dos. Nous l'avons retrouvée au bout de 4-5 jours, après le pillage. Cet homme, actuellement, est mort. L'effort qu'il a fait à transporter cette machine l'a tué. C'était un sergent-chef qui nous a menacé avec le FAL de venir nous tuer tout de suite si on récupérait cette machine. Voilà l'esprit dans lequel on travaille actuellement. Ce n'est pas un esprit sain, je pense que c'est quelque chose de construit, quelque chose qu'on a voulu. Parce que quand on est arrivé au Congo, ici, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas la même chose que maintenant. C'était le Congo ? Ah, c'était différent. Voilà. À l'époque coloniale, Kisangani s'appelait toujours Stanleyville et avait une solide réputation. Les planteurs de cacao et de café venaient s'y approvisionner, le champagne coulait à flot, et l'on y dansait jusqu'aux petites heures de la nuit dans les hôtels et les bars. En ces temps déjà lointains, 6000 Européens vivaient ici. Ils ont vécu les années houleuses et violentes qui ont suivi l'indépendance, les rébellions qui ont ensanglanté la ville. En 1964, la population blanche est prise en otage par les insurgés congolais et des dizaines d'Européens sont massacrés. Aujourd'hui, Kisangani est une ville entrée dans l'oubli. Il y reste moins d'une vingtaine de Blancs, plus quelques missionnaires. Parmi ceux-ci, M. Jacques. Il n'est pas vraiment expatrié car il est né ici. Son père, Jacques Auguste, fut un officier de Stanley au début de la colonisation. Après des études à Bruxelles, M. Jacques a travaillé au Congo belge comme agent sanitaire. En brousse, il a combattu pendant des années la maladie du sommeil. Aujourd'hui, M. Jacques se souvient avec nostalgie des années qui ont précédé l'indépendance. J'étais donné à Vermifrigère, qui a quelque chose qui va. C'était la belle époque pour nous. Tout était organisé. Même la population était heureuse à ce moment-là. Maintenant, elle souffre. La population souffre. Et les vieux regrettent l'époque coloniale. Quand l'indépendance est arrivée, tout le monde applaudissait. Vous voyez que c'était un paradis.
Là, ils sont déçus. Et aujourd'hui, quelles sont vos activités? Je suis pensionné, je n'ai aucune activité. Je vis de ma pension, quoi. Pension de retraite. Hein. Et vous êtes resté au Zaïre? Oui, je suis resté au Zaïre parce que j'aime bien le pays, je suis habitué à vivre ici. Parce qu'à Bruxelles, les loyers sont excessivement chers. Alors vous devez payer, avec le pension, vous devez payer le loyer, la nourriture. On en sort difficilement. Tandis qu'ici, je me débrouille. Vous êtes heureux ici au Zaïre? Mais oui. Je suis heureux parce que je me suis adapté. Non loin du fleuve, à côté de la cathédrale, la procure de Kisangani est un haut lieu de l'époque coloniale. Elle est aujourd'hui le centre logistique de l'Église catholique dans le Haut-Zaïre. Ici, chaque missionnaire vient se fournir en argent, carburant, médicaments et matériaux divers. Des missionnaires blancs dirigent cette organisation. À leur tête, un Américain, le frère Géry. Il est assisté d'un Français, l'économe, le père Besson, et d'un Belge, le plus âgé d'entre eux, le père Vanouf. Le père Vanouf est arrivé au Zaïre en 1939. Il y a connu l'âge d'or de la colonisation, celui des missionnaires bâtisseurs. Aujourd'hui octogénaire, il continue ce qu'il a toujours fait pendant plus de 45 ans, construire, organiser, gérer. La situation actuelle, évidemment, elle est grave. Nous allons vers une pauvreté terrible, je dirais presque extrême. J'ai vécu ce temps de la colonisation, je voyais tous les gens beaucoup plus heureux, plus contents que maintenant. Mais surtout eux-mêmes, les vieux qui ont connu ce temps de la colonisation, désirent que cette situation revienne, car en ce temps-là, ils recevaient leur salaire exactement comme il faut, suffisamment. Ils avaient des bicyclettes s'ils voulaient, leurs femmes avaient des machines à coudre, ils vivaient heureusement et ils pouvaient se déplacer librement partout, sans problème. Maintenant, tout a changé. Missionnaire français, le père Besson est le comptable de la procure. Au Zaïre depuis 2 ans, il pose un regard différent sur l'histoire passée et présente de ce pays. Les conséquences de la colonisation ne sont pas forcément positives. C'est la décolonisation. Oui, moi je parle de la colonisation. Avant d'être décolonisés, ils ont été colonisés. Et je pense, moi, venant de l'extérieur, venant de l'ouest de l'Afrique, je pense que dans ce pays, on a trop fait de cadeaux. On a trop donné, on n'a pas responsabilisé suffisamment les gens dans les postes importants. Le Zaïre est un pays qui meurt d'être trop riche. C'est une formule que j'emploie très souvent. Le Zaïre est un pays qui regorge de richesses. C'est un scandale économique. Le malheur, c'est qu'il est mal géré. Il a été exploité par ses dirigeants, du haut en bas de l'échelle. Et les gens n'ont pas été habitués à travailler. Depuis des années, ils vivent de prébende, c'est-à-dire de dons, de bakshish. Encore une fois, le service n'existe pas, ou est très mis de côté, très secondaire. C'est l'enrichissement d'abord. C'est au plus haut niveau également? Au plus haut niveau d'abord. À côté de la procure, dans le centre administratif de la ville, un monument, symbole défraîchi de la dictature, nous rappelle la devise du président: une seule nation, un seul peuple, un seul parti, un seul chef.
Antoine de Clercq a 61 ans et 11 enfants de 7 femmes zaïroises. Il est le patron d'une exploitation forestière et fait le commerce du bois. Affirmatif, affirmatif, c'est lui-même à l'appareil. Je vous reçois ici, vous sortez avec trop de bruit, vous. Oui, pourtant c'est un nouveau micro, donc je ne peux rien faire d'autre. Hein. De toute façon, nous venons d'arriver, nous on vous reçoit 5 sur 5, et maintenant nous partons en forêt. Ok, vous dites qu'il est déjà arrivé, le quelqu'un qui est déjà arrivé, ça j'ai compris, mais après je ne comprends pas, vous. Après, ils partent en forêt, ils partent en forêt, à vous? Ok, ils sont en forêt, c'est ça. Affirmatif. Ok, bon, je laisse la phonie ouverte. Hein. Bon, comme ça, laissez la phonie ouverte et moi également, je suis ici en stand-by. Ok. Bon, merci. Ancien mercenaire, en 1964, lors de la rébellion de Stanleyville, Antoine de Clercq réussit à échapper aux insurgés qui veulent le tuer. Depuis, il a tout vécu, tout subi. Nationalisation, pillage, révolte. À chaque fois, il a perdu en quelques jours ce qu'il avait mis des années à construire. Mais alors, pourquoi Antoine de Clercq reste-t-il encore au Zaïre? Mais je pense que c'est surtout la liberté finalement. On est un peu comme l'oiseau sur la branche. Hein? Moi, je ne sais pas, mais j'ai toujours dit ce que je voulais dire, hein? Même que j'allais en prison mais je ne me suis jamais gêné. J'ai vécu d'une façon libre, totalement libre. Je n'ai jamais payé d'impôts de ma vie. Je n'ai jamais voté. Ils sont en train de démonter les locaux. Sacré l'hypothèque. Ça, c'est nouveau, ça. Ils sont en train de démonter les locaux. Qu'est-ce que c'était ici? C'était une gare, hein, une gare de réparation et il y avait une grande scierie là. Il y avait une grande scierie qui faisait les traverses, hein, les traverses pour le chemin de fer. Et on avait gardé les locomotives? Non, toutes les locomotives ont été mises en 60 au rencard. Elles avaient toutes été révisées et on les a mises ici. Et depuis lors, elles n'ont plus bougé. Parce qu'ils préfèrent le mazout. C'est moins difficile que le bois de chauffage. C'est plus facile. Et combien de trains circulent? Pour le moment, bon, c'est quand il y a un peu de marchandises ou de temps en temps ils ont un peu de mazout, ils font un train de passagers, mais ça fait à peu près 1 par mois pour le moment. Et avant, combien c'était? 10 par jour. 10 par jour, 1000 tonnes par jour. Avant l'indépendance. Mais bon, c'est fini, c'est foutu. D'ailleurs, le rail est en mauvais état aussi. Et aller un peu plus vite, dit que Maïuto nous prépare là tout de suite un arbre à abattre. Oui. Ici, dans la forêt, Antoine de Clercq est le maître. Il règne sur son domaine et sur ses ouvriers et assume sans complexe son rôle de colon. Avant ça, vous avez fait beaucoup de métiers? Les plantations, café, caoutchouc. Donc beaucoup d'expérience du Zaïre. Depuis combien d'années? Depuis 1956.
Donc on a tout vu. C'est-à-dire Tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Hein? Je n'ai pas loupé un événement de Kisangani. Et maintenant, nous avons eu en 91 et 92 des pillages, de bons pillages. Donc c'est toujours quelque chose. Et jamais vous n'avez pensé partir? Non, non, pas encore. Pas encore. J'attends la recolonisation. Hein? Je suis persuadé qu'elle viendra. Tôt ou tard. Hein? On y va. Ouais. Mayuto, Hey. Pani Araka. Voilà, vous mettez en dessous une pelletée de cannibales. Allez, descendez. Il ne faut pas rester avec le cannibale. À quelques kilomètres de Kisangani, un autre groupe d'expatriés, comme Antoine, ils sont forestiers et exportent le bois. Gerda, de nationalité belge, est l'épouse du gérant de la société forestière, M. Knob, un Allemand. Pendant 15 ans, Gerda est restée seule en Europe avec ses enfants, le temps de leur scolarité. Aujourd'hui, elle est décidée à vivre auprès de son mari, où qu'il soit, quoi qu'il arrive. Elisabeth, américaine, n'a que 23 ans. Ancienne coopérante, volontaire du Corps de la Paix, elle a rencontré son mari Christian en Afrique. Elle a choisi de rester avec lui malgré les risques. Il est plus grand que César. Ici, là, on est déjà 2 familles, puis le reste, c'est des célibataires. On n'est plus que 2 femmes, de toute façon. À part les sœurs, on n'est plus que 2 femmes et... 2 femmes pour tout Kisangani. Pour tout Kisangani. Ça suffit, non? Quand c'est 2, hein? Oui, 2 femmes blanches. Il y en a quand même beaucoup qui vivent avec des femmes d'Iowa. Ah oui, oui. Il y en a beaucoup quand même. Oui, il y a pas mal d'expatriés qui vivent avec des Aïroises. Hein. Oui, oui. C'est aussi des familles. Oui, bien sûr. Vous avez parfois de l'inquiétude? Non, parce que s'il faut vivre comme ça, on verra bien au moment venu s'il se passe quelque chose. Ben, c'est le moment d'agir. Oui, ça te fait réfléchir un peu, sinon tu es stupide, c'est tout. Et c'est comme le jeu avec le fusil que le russe joue. Tu as un cartouche, baf, c'est vide, tu continues à vivre, un autre cartouche vide, mais quand est-ce que celui-là qui va péter c'est vrai, je ne sais pas si je m'explique bien, mais... La roulette russe. C'est ça, Russian roulette en anglais. Américain. Et c'est ça notre vie ici. Et non, je ne suis pas tranquille. Quand j'écris à ma mère, je n'explique pas la vérité. Je cache, je mente à mes parents, à ma famille, parce que je ne peux pas justifier ce que je fais ici. Pour vivre avec mon amour, là. C'est ça, mais... Non, mais c'est quelque chose que je ne peux pas justifier. Avec le côté d'intelligence, le côté rationnel, le côté de raison, je ne peux pas expliquer ce que je fais ici. Moi, je sais pas, j'ai pas peur. Le jour où j'aurai peur, je partirai, mais j'ai pas peur du tout. Bon, c'est sûr, si des boules à 50, là, avec la folie dans la tête, bon, c'est sûr que peut-être j'aurai peur, mais j'ai pas connu, ça va très bien, quoi. Mais vous n'avez pas l'expérience du pillage? Non, j'ai pas l'expérience du pillage, c'est très bien. Je me passe aussi. C'est pas pour paniquer ou quoi, mais il peut arriver un moment où c'est dans l'intérêt de l'État de faire quelque chose aux Blanches. Et à ce moment-là, pardon, mais vous êtes dans une piège, et moi aussi. Et on est là. C'est tout. Quand je me permets de penser à les choses qui peuvent se passer dans ce pays, ça me rend malade. Pour les gens d'ici et pour nous. Si vous travaillez ici, c'est pour quelle raison? Bon, côté finance, c'est sûr, mais en général, bon, c'est bien, la vie ici, c'est différent, quoi. C'est pas l'Europe, c'est rien à voir. Le climat, peut-être, les gens, j'en sais rien.
Mais maintenant, c'est surtout pour l'argent. Hein. Ça, il faut quand même... Si volontaire, je ne resterai pas, quoi, pour la charité. Si vous aviez des enfants, vous seriez encore ici? Je ne serais pas ici, non. Pas du tout. C'est un risque qu'on peut prendre pour nous-mêmes, mais pas pour l'enfant. Pas pour l'enfant. Le dimanche, Elisabeth et Gerda rejoignent leurs amis missionnaires pour une balade sur le fleuve. Ici, noir et blanc, religieux et laïcs se mêlent de manière amicale.